multinationale Flintlock sur une note de satisfaction des participants à l'édition 2018 de l'opération à Niamey. En chiffres, ce sont plus de 19 000 forces spéciales de 20 pays pour un but commun, venir à bout de la nébuleuse terroriste. On en parle dans ce journal. Et puis, passation de pouvoir à Cuba, le nouveau président Miguel Díaz-Canel entend poursuivre la révolution cubaine en perfectionnant le modèle économique de son pays et en renforçant le travail dans tous les domaines de la vie de la nation. Bonjour à tous, bienvenue au 13h de la télévision du Burkina. Un excellent appétit si vous êtes à table. Mais tout d'abord, une série d'audiences pour ouvrir ce journal et nous commençons par ce plaidoyer mené par le secrétaire exécutif de l'eau et assainissement pour l'Afrique auprès du Premier ministre pour la relance de l'organisation. Pierre Ikoto, à la tête de l'ONG qui connaît une suspension après la crise de 2014, multiplie les actions en vue de redorer le blason de l'EAA et qui regroupe 35 États africains et qui a pour mission la formation et l'action dans le domaine eau et assainissement en Afrique. Il sollicite le soutien du chef du gouvernement burkinabé. On voit cela avec Isiaka Ouedraogo et Draman Guéni. L'ONG Eau et Assainissement pour l'Afrique, EAA, revient de loin. En 2014, des malversations financières emportent l'instance dirigeante de l'institution panafricaine. Conséquence, toutes ces activités sont suspendues. Janvier 2018, le Tchadien Pierre Ogoto est porté à la tête de l'organisation pour relancer ses activités. Pour cette relance, le nouveau secrétaire exécutif sollicite le soutien du Premier ministre. Nous avons simplement demandé à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, de porter le leadership de la relance de l'institution. Nous avons besoin de l'appui politique et diplomatique des hautes autorités de ce pays pour nous permettre donc de faire rayonner l'institution, non seulement au niveau du Burkina, mais au-delà de ses frontières, pour que le signal fort qui est donné par les hautes autorités d'ici puisse également embrigader les autres États membres, les 35 autres États membres, parce qu'effectivement, les lignes commencent à bouger au niveau du siège et chaque État membre à un certain niveau peut s'approprier également ce style de leadership que nous voulons impulser pour maintenant propulser l'institution vers l'avant. EAA est créée en 1988 avec Ouagadougou comme siège. Elle regroupe 35 États africains et s'investit dans la recherche, la formation et l'action dans le domaine de l'eau et de l'assainissement en Afrique. La coopération parlementaire entre le Burkina Faso et le Canada est évoquée ce matin à l'Assemblée nationale avec le chef du Parlement burkinabé et l'ambassadeur du Canada au Burkina Faso. L'audience est suivie pour nous par Konsoun Koulibaly et Zoubaviel David Dabiri. Le fonctionnement du Parlement burkinabé intéresse les partenaires au développement au nombre desquels le Canada. Et pour toucher du doigt les réalités de cette institution, Edmond Ouéga, l'ambassadeur du Canada au Burkina Faso, échange ici avec le président de l'Assemblée nationale, Alassane Bala Sakandé. Les deux personnalités ont également passé en revue les grands axes de coopération qui lient leurs institutions depuis les élections législatives de 2015. L'Assemblée nationale et le Canada entretiennent une relation de collaboration qui est très forte. Le gouvernement du Canada appuie le processus de démocratisation au Burkina Faso à travers l'Assemblée nationale. Et c'est un appui important qui contribue à l'atteinte des objectifs de l'Assemblée nationale du Burkina, leurs objectifs de législateur, de contrôle des actions du gouvernement, mais également de représentation. Dans l'approche de déterminer leurs besoins en tant que tels, le plan stratégique de l'Assemblée nationale, quels sont les domaines prioritaires, où est-ce que l'Assemblée nationale a besoin d'un accompagnement des partenaires techniques et financiers. Une coopération que le Canada compte renforcer en donnant la possibilité aux parlementaires burkinabés de s'inspirer de l'expérience de leurs homologues canadiens. Le but étant, selon Edmond Ouéga, le renforcement des capacités des élus nationaux afin de leur permettre de jouer pleinement leur rôle pour la consolidation de la démocratie au Burkina Faso. Et puis, une mission d'experts de l'Agence internationale de l'énergie nucléaire échange avec le ministre d'État auprès de la présidence du Faso
sur le contenu du plan intégré d'appui en matière de sécurité nucléaire. C'est un plan qui identifie les besoins du pays dans le domaine et en tenant compte de la menace terroriste. Des précisions avec Jean Zongo et Olopoda. Le Burkina Faso revoit son plan d'appui en matière de sécurité nucléaire. Et pour rendre plus efficace ce dispositif sécuritaire, le pays fait appel à l'expertise de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Nous sommes en train d'assister le pays à renforcer le cadre législatif et réglementaire et bien d'autres domaines tels que la durabilité, la formation des acteurs impliqués dans l'édification et la mise en place d'un régime national de sécurité nucléaire. Il est question de mettre en place un cadre réglementaire qui encadre le transport, le stockage et la manipulation des substances explosives. L'objectif est d'empêcher l'enlèvement non autorisé, le vol et le sabotage de ces différents types de matières qui peuvent porter préjudice aussi bien à l'environnement qu'aux populations. Dans le contexte actuel, vous savez que les applications de la technique nucléaire se mènent dans un contexte marqué par des activités terroristes et criminelles. Donc il n'est pas exclu que ces matières-là puissent être utilisées à des fins d'actes terroristes, etc. Donc il faut vraiment mettre les moyens nécessaires pour empêcher l'utilisation de ces sources-là. Donc c'est ainsi que nous appuyons une initiative, par exemple, du G5 Sahel, et pour renforcer les capacités des États membres. Ce sont toutes ces informations que la mission de l'Agence internationale de l'énergie atomique est venue rapporter au ministre d'État auprès de la présidence du Faso. Et justement, la porosité des frontières qui constitue l'une des causes majeures de l'instabilité et de l'insécurité au Burkina Faso et dans les pays voisins que sont le Mali et le Niger, des frontières qui ne sont ni marquées ni adéquatement contrôlées pour permettre une protection optimale des populations des zones frontalières. La stratégie nationale de gestion des frontières élaborée par le Burkina Faso avec l'appui de la GIZ est mise en œuvre par le programme de gestion intégrée des espaces frontaliers se présente comme une réponse pour prévenir la radicalisation dans ces zones. Les acteurs sont en atelier à Bobo Dioulasso. Nous en savons plus avec Lamine Karantao et Rachid Savatoko. Le Burkina Faso, 274 200 km² entouré de 6 pays, malheureusement avec des frontières non délimitées dans certaines zones ou pas suffisamment contrôlées dans d'autres. Conséquence, la protection n'est pas toujours à la hauteur pour les populations installées dans ces zones. Face à cela, la GIZ, mandatée par l'Union européenne et le gouvernement fédéral allemand, soutient le Burkina Faso pour une meilleure gestion des zones frontalières. Nous avons constaté à travers une étude réalisée dans les zones frontalières qu'il y avait un déficit en matière de développement de ces espaces frontaliers-là. Et d'où la nécessité de créer les conditions nécessaires pour assurer la promotion du développement dans ces zones. C'est ce qui a justifié l'adoption par le gouvernement d'une stratégie nationale de gestion des frontières. Le projet initié en 2015 se concentre sur 4 aspects. Le renforcement du cadre institutionnel et juridique, la mise en réseau des acteurs chargés du contrôle et de la sécurité des frontières, l'extension des services sociaux de base et l'amélioration du pilotage, de la coordination et du suivi du programme national de gestion des espaces proches des frontières. Il y a beaucoup de préoccupations au niveau des frontières et avec l'adoption de ces référentiels, nous croyons que les populations au niveau de ces frontières pourront être dans de bonnes conditions de vie. Les premières mesures ont été mises en œuvre en 2017 avec pour objectif de faire des zones frontalières un espace aménagé, propice et sécurisé d'ici à 2020. Flintock à Niamey est un succès pour cette édition de 2018 selon les participants au cœur de l'exercice militaire multinational, la lutte contre le terrorisme. Et ce sont plus de 19 000 forces spéciales de 20 pays qui sont mobilisées pour cette année et pour l'exercice grandeur nature. On fait le point avec Césaire Carfo et Omar Zombri. Après 2 semaines d'intenses exercices, l'heure est venue pour les participants du Flintlock 2018 de se dire au revoir.
Au Burkina Faso, les forces spéciales du Mali, de la Mauritanie ainsi que du Burkina Faso ont appris auprès des instructeurs polonais, américains, autrichiens et espagnols des modules variés tels que les techniques de combat en zone urbaine, les sauts en parachute, mais aussi des modules axés sur les droits humains. À cette cérémonie qui referme officiellement les portes de l'exercice militaire multinational Flintlock 2018, le représentant du chef d'état-major général des armées a salué la collaboration qualifiée de fructueuse entre les États-Unis et le Burkina Faso. Pour lui, ce cadre de renforcement de capacité permet aux armées qui font face à des attaques terroristes de préparer une réponse adéquate à même d'éradiquer ces menaces. Le terrorisme est devenu une menace planétaire et c'est ensemble que les nations pourront de façon efficace venir à bout de ce fléau. Le représentant de l'ambassadeur américain David Young s'est inscrit dans cette même veine. Le Flintlock est sponsorisé par les États-Unis à travers l'US AFRICOM. Cette édition, qui a eu pour camp de base Niamey, a mobilisé 19 000 forces spéciales de plus de 20 pays. L'année prochaine, c'est Ouagadougou qui accueille le Flintlock 2019. Autre point de l'actualité, pour relever le défi de la sécurité alimentaire, le Burkina Faso peut compter sur ses partenaires au développement. Le ministère en charge de l'agriculture bénéficie de l'appui technique et financier de la coopération autrichienne pour la mise en œuvre d'un projet de promotion de l'irrigation goutte à goutte. Une visite guidée sur des sites maraîchers aménagés et en cours de valorisation dans le Sanguier permet aux parties prenantes de constater ce qui est fait sur le terrain. Reportage Salifou Belem et Maxime Zongo. Accroître durablement la productivité agricole, voilà l'ambition du projet promotion de l'irrigation. Le système retenu, l'irrigation goutte à goutte. L'irrigation goutte à goutte, c'est une nouvelle technologie qui permet aux producteurs d'utiliser l'eau d'une manière efficace et efficiente. Peu d'eau pour une production bien fournie. Groupe cible, les femmes et les jeunes qui pratiquent le maraîchage. Et c'est donc pour toucher du doigt les réalités sur le terrain et échanger avec les bénéficiaires que les principaux acteurs se sont rendus sur le terrain. Nos producteurs se battent pour avoir de meilleurs rendements. Et quand on a la chance qu'ils soient accompagnés, nous devons aussi de voir ce qui se passe exactement sur le terrain pour voir si l'accompagnement porte des fruits et s'il y a des choses à rectifier. À Dassa, dans le Sanguier, c'est la coopérative IPN, composée d'une trentaine de femmes, qui a reçu la visite de la délégation. Avec leur ancienne pratique, elles gaspillaient beaucoup l'eau, mais avec l'irrigation goutte à goutte, elles ont pu ablaver tout le périmètre. Bénéfice attendu en fin de saison, plus d'1,5 million sur une superficie de 0,5 hectares. Notre souhait, c'est qu'il y ait vraiment une seconde phase de ce projet-là pour pouvoir l'étendre à d'autres villages de la commune. Ici, au centre de promotion agricole de Goundi, toujours dans le Sanguier, ce sont des jeunes de 16 à 35 ans qui reçoivent une formation leur permettant de s'installer à leur propre compte. D'un coût d'environ 1,4 milliard de nos francs, le projet de promotion de l'irrigation goutte à goutte couvre 10 provinces réparties dans 4 régions. Partenaires techniques et financiers, la coopération autrichienne. La 26e édition du festival Jazz Awaga, c'est du 27 avril au 6 mai prochain. Les organisateurs annoncent de grands noms de la musique jazz, notamment Vieux Farka Touré ou Cheikh Tidiane Seck. Le festival se déporte cette année à Bobo Dioulasso pour 2 dates. Et autre particularité, Jazz Awaga croise le festival d'humour Ouagadougou sur l'aire du siège du FESPACO. Autant d'informations données à la presse. Jean Zongo, Omar Zombri. La 26e édition de Jazz Awaga, c'est du 27 avril au 6 mai. Pour l'heure, le comité d'organisation ne dispose pas encore de la totalité des 104 millions de francs CFA nécessaires pour la tenue de l'événement. Mais une chose est sûre, le festival aura lieu à la date prévue. Cette année, Jazz Awaga et le festival humoristique Ouagadougou se tiennent concomitamment. On a décidé que Ouagadougou va être la capitale de la bonne humeur. Il y a 3 lieux essentiels de programmation. On a le Senaza, les 27, 28 et 30 avril. On a le Remdogo, 3, 4, 5 mai.
Mais on a surtout aussi le siège du FESPACO qui va accueillir le village, pas simplement le village Jazz à Ouaga, mais le village Jazz de la bonne humeur. Et là, c'est du 27 avril au 6 mai. Il y a un espace enfant, on invite la famille, parce que beaucoup de gens ne sortent pas beaucoup en famille. C'est un espace du donner et du recevoir. Et tous les soirs, on va avoir des spectacles d'humour et des spectacles de jazz dans le même lieu. Ouaga, c'est la capitale du soleil et du sourire. Jazz à Ouaga 2018 a entre autres comme tête d'affiche les Maliens Vieux Farka Touré, Mbouye Koïté, Cheikh Tidiane Sek, l'Américaine Chola ou encore le Burkinabé Simon Wensei. Plus de 20 000 festivaliers sont attendus sur les 9 jours à Ouagadougou. Bobo Dioulasso, quant à elle, vibrera au rythme du jazz les 28 avril et 4 mai au jardin Bambou. Un mot de l'actualité à l'étranger. À présent désigné unique candidat mercredi, il a été élu pour un mandat renouvelable de 5 ans avec 103 voix sur 604, soit 99,83% de suffrage. Le nouveau président cubain Miguel Díaz-Canel entend poursuivre la révolution cubaine tout en perfectionnant le modèle économique du pays. C'est un changement dans la continuité pour ce civil de 55 ans qui reçoit ces nouvelles charges sans grande surprise. Passation de pouvoir sans surprise jeudi à Cuba. À l'issue d'un vote de l'Assemblée nationale cubaine, Miguel Díaz-Canel, le numéro 2 du régime, a été officiellement désigné président du Conseil d'État cubain. Pour la première fois depuis 1959, ce n'est plus un Castro qui présidera le pays. Le mandat donné par le peuple à cette législature est de poursuivre la révolution cubaine à un moment historique et crucial qui sera marqué par tout ce que nous pouvons réaliser pour actualiser notre modèle économique et social, en le perfectionnant et en renforçant notre travail dans tous les domaines de la vie de la nation. Un changement dans la continuité. Si un tiers de la vieille garde du régime a passé la main, le nouveau gouvernement reste encore largement verrouillé par le Parti communiste cubain. Et pour finir, la revue de presse des quotidiens burkinabés à lire dans les journaux une analyse de la situation politique au Sénégal. Les parutions de ce 20 avril dévoilent surtout le contenu de la rencontre entre le chef de file de l'opposition politique et le chef de l'État burkinabé. Touoboum Evelyne Dabiré a feuilleté les journaux pour nous. Les parutions de ce jour rapportent en cœur la rencontre entre le président du Faso et le chef de file de l'opposition. C'est sur invitation du président du Faso, précise le pays, que la rencontre a eu lieu. Ordre du jour, informe Sidoya, le processus d'adoption de la nouvelle constitution et le vote des Burkinabés de l'extérieur. Et après 2 heures d'échange, aucun accord n'a été trouvé, rapporte le pays. Mais le débat n'est pas clos pour autant. Ces questions continueront à faire l'objet de réflexions, affirme Zéphirin Diabré dans les colonnes de ce journal. Pour lui, il faut finir avec les faux rendez-vous des votes des Burkinabés de l'étranger, rapporte aujourd'hui au Faso. Et dans Sidoya, le CEFOP affirme que les réflexions et les échanges se poursuivront avec une possibilité de rencontre les semaines à venir. Actualité hors du Burkina, c'est la révision du code électoral au Sénégal qui fait couler de l'encre. Le projet très controversé qui a mis tous les partis d'opposition en courroux prévoit que chaque candidat aux différentes élections soit désormais parrainé par 1% des électeurs, soit actuellement 2000 parrains par région et dans au moins 7 régions, explique l'observateur Parga. Objectif de cette loi, selon l'État sénégalais, éviter les candidatures fantaisistes et réduire le coût de l'organisation des élections, lit-on dans le pays. Faux scande l'opposition qui voit dans ce projet un attentat au pluralisme politique, rapporte ce journal. C'est une camisole taillée sur mesure pour permettre à Macky Sall de gagner la présidentielle de 2019 au premier tour, affirme l'opposition dans l'observateur Parga. Dans tous les cas, Macky Sall et son parti passent en force, poursuit ce journal. Mais, inquiétude du journal Le Pays qui conseille, il n'est jamais bon de vouloir ruser avec les textes ou de vouloir tailler la loi à la mesure d'un seul individu ou d'un clan, car les mêmes causes qui ont créé la tambouille sous d'autres cieux pourraient produire les mêmes effets au pays de la Teranga. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. Très bon après-midi à tous.